Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler des principaux mouvements de l'intersaison quelques jours après l'ouverture officielle de la période des transferts. Pour m'accompagner, c'est évidemment Charles que je salue immédiatement. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Alors Charlie, c'est intense cette période des transferts. Il y en a qui se plaignent que c'est pas comme avant, machin, c'était mieux avant, il y avait plus de mouvements, il y avait des plus grands... C'est toujours mieux avant. C'est toujours mieux avant en fait. toujours des gens pour geindre, ils sont jamais contents. Écoute, écoute, on trouve toujours des raisons de se plaindre. Ouais, moi je trouve que cette intersaison pour l'instant est assez intéressante. Ouais, tu m'étonnes. Que toi tu le trouves, ça ne m'étonne pas du tout. Alors attends, ouais, parce que il y a des choses à dire là-dessus. Petit clin d'œil, bien évidemment. Charles est en train de me taquiner parce il parle de Denver, il fait référence à Denver. On va en parler. Mais après, je voudrais quand même qu'on commence ce podcast par revenir sur le cas de Houston qu'on a évoqué la semaine dernière. Houston avec le recrutement de Kevin Durant, les prolongations de Fred VanVleet et Steven Adams qui faisaient déjà figure de sérieux prétendants au titre, mais ils n'avaient pas terminé leur assiette, ils ont continué à se gaver depuis le podcast de la semaine dernière. Ils ont prolongé également Jabari Smith Jr., ils ont ajouté Clint Capella pour bien asseoir leur domination à l'intérieur et pallier à toute éventualité de blessure malvenue. On pense notamment à Steven Adams qui n'est pas toujours... dans sa meilleure forme. Ils ont re-signé Jason Tate, Aaron Holiday, Jeff Green. Ils ont surtout attiré dans leur filet Dorian Finney-Smith, un des ailiers défensifs, un 3&D typique, avec un tir longue distance les plus convoités de la ligue. Charles, les Rockets sont-ils sur un sans faute dans cette intersaison ? Un sans faute, je sais pas. En tout cas, moi, je suis clairement très impressionné par le boulot qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Le trade de KD, j'aimais déjà beaucoup. Avoir réussi à shipper Dorian Finney-Smith aux Lakers, c'est très solide aussi. Il a un profil précieux pour une équipe ambitieuse. C'est un vrai col bleu, un bon défenseur, adroit à 3 points. 53 millions sur 4 ans, il me semble. Alors certes, il a 32 ans et il a eu quelques petits pépins physiques récemment, mais c'est un joueur qui peut vraiment être important. T'as parlé de la rotation à l'intérieur, Clint Capella, j'attends de voir, je comprends l'idée, mais c'est vrai que plus de 21 millions sur 3 ans, sachant qu'il y a déjà Sengun, Adam, je crois qu'il y a aussi Jock Landale dans l'effectif. Il est agent libre, Jock Landale. Ok. Bah écoute, en tout cas, ouais, Udoka aura l'embarras du choix pour sa raquette la saison prochaine. Moi, j'avoue que je m'attendais un peu à les voir se renforcer sur la ligne arrière, avec peut-être du shoot à 3 points, ce qui était quand même une de leurs faiblesses la saison dernière. En termes d'adresse extérieure, de mémoire, les Rockets sont parmi les 10 pires équipes de la Ligue en saison régulière. Tout à fait. Également très très pauvre en termes de passes. Ouais. En passe. Et mine de rien, sur les lignes arrière, aujourd'hui, il y a quand même pas beaucoup de solutions, pas beaucoup d'expérience. Ça repose quand même énormément sur la progression d'un joueur comme Rich Shepard, par exemple. Donc j'attends de voir, j'attends de voir si ça va bouger encore. De toute façon, dans l'absolu, il faut attendre le 6 pour voir comment tous les deals finissent par s'articuler. Il me semble que pour que tous les moves soient validés, il va falloir ajuster certaines choses. Oui, là, ils sont en train de parler de 7 équipes impliquées dans le deal, donc ils vont se raccrocher à ce deal pour Kevin Durant. C'est assez impressionnant. Donc effectivement, dimanche, on aura une idée de toutes les ramifications précises de ce transfert. Et c'est nécessaire, parce que si j'ai bien compris, pour valider notamment les arrivées de Capella et Dorian Finney-Smith, il faudra revoir l'articulation de tout ça, éventuellement faire des sign and trade. Bref, il faut encore attendre 2 jours pour comprendre comment tout va se faire. Tout à fait. Mais ouais, les Rockets se sont donné les moyens de continuer à progresser, et surtout, ils se sont donné les moyens de regarder vers le haut, en fait. Là, OKC peut vraiment pas se reposer sur ses lauriers, et la saison prochaine, à l'Ouest, il va y avoir de la concurrence. Oui, complètement. J'étais très impressionné par leur move. Effectivement, c'est impossible de ne pas l'être. Ça m'a fait rire parce que toi et moi, on a parlé longtemps pendant ces playoffs, notamment concernant le Thunder, concernant les Pacers, concernant toutes ces équipes-là qui vont loin, qui font des très beaux parcours en playoffs. C'était la guerre des possessions, c'est ce qu'on avait dit, à savoir une excellente défense qui te permet d'avoir des interceptions, de faire des contres, de récupérer des ballons, la domination au rebond. Et là, Houston, pour le coup,
sont dans un cadre absolument idéal. Enfin, je veux dire, Steven Adams, Şengün et ainsi de suite. Enfin, ils sont absolument énormes en termes de taille, les Ouais, ah Rockets, ouais, non, mais c'est sur ce qu'ils peuvent colossal. proposer sur le terrain. L'impact physique est extraordinaire. Il y a un parfait mélange entre joueurs d'expérience et jeunesse. Kevin Durant, il est double champion NBA. Fred VanVleet a remporté le titre avec les Raptors également. Donc il y a Steven Adams se trimballe dans la ligue depuis un bon moment maintenant. Clint Capela pareil, Dorian Finney-Smith pareil. Je veux dire, il y a un parfait équilibre dans cet effectif en termes d'expérience, de jeunesse. Et ça, j'aime beaucoup. Il y a également ce côté qui, pour moi, est absolument clé si tu veux être un sérieux candidat au titre, c'est l'adaptabilité. Et ça, aujourd'hui, les Rockets l'ont. Ils sont très adaptables en fonction de n'importe quel adversaire. Ils peuvent jouer petit, ils peuvent jouer vite, ils peuvent jouer. Ils ont du shoot. Şengün, pour le coup, aura des shooters autour de lui, ce qu'il n'avait pas forcément auparavant. Et ça va vraiment potentiellement lui libérer de l'espace. Donc j'ai hâte de voir l'impact que ça va aussi avoir sur son jeu à lui, à Alperen Şengün, qui, je pense, comme Amen Thompson, doivent absolument passer un cap offensivement pour que cette équipe donne la pleine mesure de son potentiel. Voilà, offensivement, ça va peut-être paraître bizarre à certains de ce que je vais dire, mais offensivement, c'est peut-être là le plus gros problème pour moi, côté Houston. Ils font venir Kevin Durant, qui est un joueur offensif extraordinaire, mais qui a 37 ans, qui est plutôt un shooter à mi-distance, un spot-up shooter, mais qui n'est pas vraiment, qui va pas vraiment en contact. En fait, ils ont perdu, en perdant Jalen Green, aussi imparfait soit-il, Jalen Green avait un impact dans le jeu en pénétration et dans le fait de faire bouger les défenses et de forcer les aides défensives. Et ça, aujourd'hui, quand tu regardes l'effectif des Rockets, ils ont perdu cet aspect-là de leur jeu, Ouais. qu'ils peuvent éventuellement retrouver si Amen Thompson travaille énormément là-dessus. Je pense que c'est un joueur qui est tout à fait capable d'apporter ça sur le terrain et il va être obligé de le faire, j'ai envie de dire, pour que Houston continue soit vraiment un contender sans plus aucun doute. Mais voilà. Et Rich Shepard, c'est pareil. Rich Shepard, on en parle, on dit ah c'est cool, ah il a du talent. Oui, alors sur le papier il a du talent, il a un gros potentiel, il n'y a pas de problème. Maintenant il va falloir qu'il concrétise. Et la saison dernière, sa saison rookie, elle était quand même assez difficile. Et à mes yeux, ça paraît quand même très compliqué d'espérer énormément d'un mec comme ça. Donc voilà ce que je dirais en substance concernant Houston. Alors, je suis d'accord sur Rich Shepard, mais en fait, ils sont obligés d'attendre beaucoup là pour l'instant d'un mec comme ça. Ah mais Quand, tout à quand tu fait. regardes la rotation sur la ligne arrière, il va forcément falloir qu'il apporte. Donc c'est pour ça, moi, j'attends de voir ce qui va se passer. Est-ce que Houston va encore bouger? Est-ce qu'ils vont éventuellement monter des trades? Je sais pas. Je sais pas du tout ce qui va se passer sur la ligne arrière. Pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment clairement là qu'est leur faiblesse. Et donc, Je suis j'attends de d'accord. voir. J'attends de voir, mais sinon, franchement, au-delà de ça, c'est vraiment très très solide ce qu'ils ont fait sur ce début d'été, hein. Par rapport à leur situation à la fin des playoffs, les problématiques qui avaient été soulignées lors de leur élimination face aux Warriors, les Rockets ont clairement réalisé des opérations qui sont absolument splendides. Ouais, Je veux ouais, dire, non, tout à fait. c'est absolument magnifique, quoi. Si t'es fan des Rockets aujourd'hui, t'es en transe absolue, clairement. Il n'y a pas d'autre façon de voir. Maintenant, ça va être comment ils vont réussir à organiser ça sur un terrain, comment les rotations vont être gérées par Ime Udoka et le coaching staff, le développement, comme on l'a dit, des joueurs comme Şengün, Amen Thompson, Rich Shepard, voilà. Est-ce qu'ils peuvent également aller trouver à la marge des joueurs, des vétérans qui vont accepter de signer pour un vétéran? J'ai pas trop bien, je réalise pas trop bien quelle est leur marge salariale aujourd'hui aux Rockets pour le coup. J'ai pas fait le point depuis toutes les signatures sur leur marge de manœuvre, mais ils doivent pas en avoir beaucoup, je pense. Bah non, surtout que Finney-Smith, il me semble que c'est qu'ils l'ont signé Le- via Via le mid-level ou ouais, pas? c'est ça, je crois que c'est la mid-level, Ça? hein. Ouais, c'est ça, c'est la non-payer tax mid-level Ok, exception. ouais. Donc ouais, en théorie, ils ont plus grand-chose. Après, il faut voir ce qu'il y aura sur le marché des buyouts. Exactement, ouais. On sait pas, il y a encore la possibilité de faire des moves à la marge. Donc ça va être intéressant de voir. Ouais, on verra ça, ouais, effectivement.
Mais ouais, Houston, très sérieux client. Et comme tu Ouais. l'as dit, très bien dit, OKC, enfin, quand tu vois les duels Houston-OKC l'an dernier, là, c'est reparti pour être quelque chose de. Enfin, ça va être des match-up incontournables la saison prochaine. Ouais, et puis Rocket Thunder, ah oui, ça va être ça va être génial. du pain béni, quoi. Non, mais c'est ça qui est cool, de toute façon, si tu veux, c'est de voir qu'une équipe comme OKC incite les équipes de la conférence Ouest, enfin en tout cas certaines équipes de la conférence Ouest à se renforcer, Ah ouais. tu vois, à construire des effectifs qui sont capables au moins d'espérer face à eux. Ouais, complètement. Ouais. Euh, Conférence Ouest également, on va rester. Il y a les Nuggets. Après les Rockets, Denver est probablement la franchise qui a le plus marqué les esprits dans les premiers jours de cette free agency. Ils ont réussi à se débarrasser du contrat de Michael Porter Jr. en y attachant un premier tour non protégé en 2032 pour faire un échange avec les Nets et récupérer Cam Johnson, un joueur à la fois similaire et pourtant plus adaptable selon moi que Michael Porter Jr. Il est capable de dribbler, de passer le ballon, sans filer une tachycardie aux fans. Ce mouvement a permis de libérer de la masse salariale pour faire venir Bruce Brown, pour faire revenir Bruce Brown à la maison après 2 années passées à Indiana, à Toronto et chez les Pels. Et autant dire que de passer des Pelicans aux Nuggets, je pense que Bruce Brown est aujourd'hui un des joueurs les plus heureux de la NBA. Par miracle, les Kings ont également accepté de récupérer Dario Saric en échange de Valanciunas, qui devient de facto le remplaçant de Nikola Jokic. Là, on a eu, dans les dernières heures, là, la nuit dernière, on a eu vent du fait que Jonas Valanciunas pensait éventuellement partir en Europe. Il a eu des contacts avec le Panathinaikos. Il pourrait signer 3 saisons là-bas. Donc, ils sont en pleine discussion avec Denver. Ça ne va pas remettre en cause le deal avec Denver, c'est-à-dire qu'il va être transféré à Denver. Et là, il y aura peut-être un buyout. Il va peut-être renoncer à la totalité de son salaire. C'est Vezenkov qui avait fait ça d'ailleurs à Sacramento. À Sacramento, tu passes là-bas, tu as envie de retourner en Europe, quoi. Vezenkov a fait la même chose. Il avait renoncé après être transféré à Toronto, je crois. Il avait renoncé à la totalité de son contrat pour repartir directement en Euroleague. Là, apparemment, Valanciunas va probablement faire ça également. C'est encore en discussion. Donc, on verra bien ce qui se passe. Il va falloir que Denver, pour le coup, soit réactif si jamais c'est le cas. Alors, il y a moyen de gérer, de dealer des trucs. Hein. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une partie de son contrat la saison prochaine qui est garantie à Valanciunas et la deuxième année de contrat est absolument pas garantie. Donc peut-être Ouais, qu'il y bah a moyen de négocier. c'est une des raisons qui explique sa tentation de partir. Hein. Tout à fait. Il gagnerait en Europe, le Panathinaikos lui propose 3 ans Et et un 12 millions, je crois, ou 13 millions d'euros pour le coup. Ouais, donc c'est ça, donc 14 millions de dollars. Et en plus, a priori, si j'ai bien compris, là on parlerait de net d'impôt, ce qui est quand même nettement plus Tout à intéressant fait, ouais. qu'en NBA où c'est avant imposition. Donc l'aspect financier pour Valanciunas va peser et le rôle sportif qu'il aura en Europe sera bien plus important. Complètement, ouais. Donc je peux comprendre. Et, et puis dans les derniers, dans les heures qu'ont suivi tous ces deals, le formidable duo, hein, Ben Tenzer et John Wallace, qui vient à peine d'être nommé euh, à la tête du front office des Nuggets, ont réussi à récupérer Tim Hardaway Jr., qui va servir de tireur d'élite en sortie de banc, ce qui est un élément qui était rare côté Nuggets. Pareil, une des équipes les plus basses en termes de volume de tir à 3 points la saison dernière et Là, depuis un plus moment basse même. même. Ouais, voilà, ouais, la plus basse, ouais. Donc il leur reste aujourd'hui une petite masse salariale. Donc tout ça va dépendre de. Si on prend en compte que Valanciunas reste, ils ont malgré tout une marge salariale pour faire venir un meneur remplaçant. Éventuellement, D'Anthony Melton, ça aurait été ma préférence. Mais apparemment, D'Anthony Melton va probablement signer aux Lakers. Malcolm Brogdon aussi, selon les dernières rumeurs, pourrait être une des cibles par les Nuggets. Charles, je vais pas te mentir, je suis beaucoup content de ces mouvements. Ouais, quand t'as commencé par assez content, je me suis dit, voilà, là, franchement, quand tu sors de 2 saisons, là, avec Calvin Booth, là, tu peux pas être un peu content. Hein, tu Qu'est-ce dois qu'il être très foutait, Calvin content. Booth, en fait? En fait, le gars, il était là pour savonner la planche, c'est pas possible. Ah bah là, en tout cas, ouais, Pas possible. ça prouve qu'il a vraiment fait n'importe quoi pendant 2 ans. Je veux dire, La ça prouve vache. bien qu'il se plantait. Je veux dire, on a tout entendu qu'il n'y avait pas de marge de manœuvre, etc. La marge, quand on veut la trouver, on peut la trouver. Et c'est exactement ce qu'a fait Denver avec ce trade qui envoie Porter Jr. à Brooklyn. Et c'est bien Et qui a libéré financièrement toute la situation, en bah fait. c'est ça, c'est le premier domino en fait qui permet à tout le reste d'arriver.
Et c'est très bien de pas avoir hésité à mettre un premier pick non protégé dans la balance pour inciter Brooklyn à accepter ce contrat pénible de Porter Junior, parce que c'est ça qui permet absolument tout le reste. Et ouais, c'est du très très bon boulot qui a été fait par le front office de Denver. C'est des profils qui sont intéressants, utiles, qui vont beaucoup améliorer l'équipe, leur donner plus de possibilités, plus de variations dans le jeu. On l'a dit, la saison dernière, les Nuggets, c'est l'équipe qui tirait le moins 3 points en régulière, avec des profils comme Cam Johnson, Tim Hardaway Jr., on peut s'attendre à les voir en tenter plus. Ouais, moi je suis très content, de ce début d'été de Denver, sans être aussi fan de la franchise que toi. Moi j'ai envie de voir Jokic à la tête d'effectifs qui peuvent lui permettre de jouer le titre, en fait. C'est trop frustrant de le voir limité par l'effectif qu'il a autour de lui. Alors, c'est encore trop tôt pour dire que cette équipe est armée pour concurrencer OKC à l'Ouest. En tout cas, ils se sont donné les chances de les regarder dans les yeux. Et c'est ça, en fait, qu'on demande au front office d'une équipe qui possède un joueur de la valeur de Jokic, c'est de lui donner, au moins en début de saison, la possibilité de lutter pour le sommet de la conférence. Et là, c'est tout à fait le cas. Et on parlait de Houston juste avant. Bah voilà, Denver a fait la même chose. Denver s'est renforcé de manière à se donner la chance de pouvoir concurrencer OKC. Et franchement, la saison prochaine, la conférence Ouest, ça va être sanglant. Ouais, complètement. Le discours de beaucoup de fans aujourd'hui de Denver, moi qui n'arrête pas de errer sur les réseaux sociaux en lien avec ce sujet, forcément, c'est de se dire, ah, on a poussé OKC en 7 matchs et maintenant avec un banc beaucoup plus profond, des vrais remplaçants, des vrais vétérans, des alliés avec toujours des jeunes. Hein. Il y aura toujours Julian Strawther, toujours Peyton Watson, et ainsi de suite. On peut que faire mieux. Alors, là-dessus, je mettrai une caution. Chaque saison est différente. Exactement. Et on verra bien à quoi ressemblera OKC, parce que eux, ils vont grandir de façon organique, naturelle, avec l'expérience, avec tous ces gamins hyper talentueux qui vont tous prendre énormément confiance en eux. Donc, faut jamais oublier ça. Maintenant, effectivement, comme tu l'as très bien dit, Denver est en train de se donner une chance. Cameron Johnson donne une dimension sur le terrain que n'apportait pas Michael Porter Jr. J'aime beaucoup Michael Porter Jr., mais faut quand même pas oublier qu'il avait été benché par Michael Malone en finale NBA pour mettre Bruce Brown justement dans le 5 majeur, quasiment à chaque fin de match où c'était la victoire absolument à obtenir. Pourquoi ? Parce que Michael Porter Jr., à part être un spot-up shooter de luxe, il sait pas faire grand-chose. Dès qu'il posait la balle sur le parquet, on était tous là à transpirer fortement. Dès qu'il essayait de faire une passe, c'était compliqué. Il avait des problèmes de placement. C'est pas rare que tu voyais Jokic lui râler dessus défensivement, offensivement, pour lui dire « Mais qu'est-ce que tu fous là ? Tu devrais être à l'autre bout ou tu devrais être 2 mètres plus loin. Dégage d'où tu te trouves. » Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'écouter Cam Johnson parler, notamment dans le podcast là, qui était animé autrefois par JJ Redick. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais The Big Man and the Three ou je ne sais pas quoi. Bref. Ouais, c'est ça, ouais. Et, The Old Man and the Three. Voilà, The Old Man, pardon. Et si tu écoutes ce joueur-là est absolument brillant. Intellectuellement, il est brillant. Et de toute façon, dès qu'il a mis les pieds en NBA, ce joueur avait déjà démontré, notamment avec les Suns quand ils vont en finale en 2021, parce il faisait partie de cet effectif, il avait déjà démontré une maturité, une intelligence de jeu qui, je pense, va changer beaucoup de choses du côté des Nuggets. Maintenant, la question côté Denver, ça va être, voilà, si Valanciunas n'est plus... Enfin, on avait un backup center pour Jokic. Là, ce n'est potentiellement plus le cas. Donc, à voir comment ils vont utiliser l'argent potentiellement qui va être libéré pour recruter quelqu'un. Alors, j'ai fait ma petite liste des joueurs qui peuvent signer sur le mid-level. Il y a Mo Wagner et Goga Bitadze éventuellement à Orlando. Il y a Kelly Olynyk si les Wizards décident de ne pas le garder pour faire de la masse salariale. Chris Boucher s'il faut un sign and trade avec les Raptors. Nick Richards qui devrait être libéré par les Suns. André Drummond aux Sixers qui a actionné son option joueur. Et je crois que les Philadelphie, ils sont pas super joyeux. Mais bon, Richards et Drummond, c'est quand même 2 profils qui sont beaucoup moins intéressants que les autres que je viens de citer. Écoute, on verra bien ce que ça donnera. Bruce Brown, on sait très bien à quoi s'attendre côté Nuggets. Tim Hardaway Jr., je trouve que c'est brillant comme recrutement.
Franchement, cette équipe de Denver, voilà. Et en plus, là, il y a le banc, le coaching staff qui est en train de se remplir côté des Nuggets. Ils ont fait venir JJ Barea, ils viennent de rameuter Jared Dudley, qui est un des assistants coachs les plus respectés de toute la ligue, et qui a aussi un gros pouvoir manifestement de persuasion au niveau des joueurs pour les faire venir. Donc, j'ai hâte de voir cette équipe en forme. J'ai hâte de voir ce que Valanciunas ça va donner. Je pense que c'est pareil dimanche, comme tu l'as dit, hein, le 6 juillet, on aura les choses beaucoup plus concrètes à se mettre sous la dent en termes de conditions, le cadre exact de chaque deal. Donc je pense que c'est là que ça sera discuté. Manifestement, c'est Jack Fisher, je crois, de The Athletic, qui disait que ils étaient en conversation, Valanciunas et le front office de Nuggets, qu'ils étaient en train de voir comment faire, comment ils pouvaient faire rester. S'il restait pas, comment faire en sorte que ça se passe vite et bien pour pouvoir ensuite passer à autre chose. Donc hâte de voir ça, ouais. Ouais, non, c'est clair, hein, pareil, moi j'ai très hâte de voir comment ça va se dénouer cette affaire-là. Et oui, bah voilà, moi Porter Junior, c'est vrai que enfin, je pense que les gens qui écoutent le podcast régulièrement ont compris que cette équipe de Denver articulée autour du trio Jokic, Murray, Porter Junior, moi j'en avais marre. Porter Junior, en plus, il y a les problèmes physiques. Je veux dire, Oui, c'est une bombe à retardement, ce gars. ouais, c'est ça. Demain, il peut se blesser et mettre fin à sa carrière, quoi. En fait, Porter Junior, c'est un joueur qui est extrêmement talentueux, mais qui n'est pas fiable. Et je dis ça sans mépris ni quoi que ce soit, hein. Il a été important dans des moments clés pour des Nuggets ces dernières années, il y a aucun problème. Mais bon, ça fait 6 ans, là, 6-7 ans qu'il est là. On est un peu sur un espèce de plafond de verre avec lui. Tu l'as dit, il y a beaucoup d'aspects du jeu sur lesquels il a jamais su vraiment progresser. Il y a toujours ces risques physiques avec lui. Vu son contrat, t'es en droit d'en attendre plus, et je pense qu'avec Cam Johnson, il y aura moins ce problème-là, et en plus son contrat est beaucoup plus modeste, enfin beaucoup plus adapté à la situation des Nuggets, donc oui, c'est du très bon boulot qui a été fait par le front office, et ça va être intéressant de voir comment tout ça va fonctionner. Tu sais ce que j'ai hâte de voir, Charlie? Non. J'ai hâte de voir dans quel état Jamal Murray va débuter la saison. Là, il y a plus d'excuses de blessure, il y a plus d'excuses de repos, je ne sais quoi. Il y a un effectif qui est en train de se bâtir, qui donne une vraie chance aux Nuggets de d'être ultra compétitif dans la conférence Ouest, qui Dieu sait pourtant est un bain de sang comme d'hab. Hein, et c'est pas la saison prochaine qui fera exception. J'ai hâte de voir dans quel état Jamal Murray va débuter la saison prochaine. Est-ce qu'il va être en mode comme on l'a trop souvent vu, mais bon, il a toujours eu des blessures à gérer. Ah ouais, Machin, c'est tout ça, ça. c'est que c'est pas, Donc, est-ce pas une qu'il va mode être en avec lui, mode, hein. je commence la saison vite fait, à moitié en forme, et puis on prendra jusqu'au mois de décembre pour revenir bien, ou est-ce qu'il va enfin arriver en pleine possession de ses moyens et vraiment hyper affûté en début de saison, ce qui est une condition sine qua non pour éviter les blessures. Je tiens à le souligner. Je sais pas, en fait, moi, de toute façon, en fait, je t'avoue, je pense que ce joueur enfin, dans tous les cas, ça dépend malheureusement pas que de lui, hein. C'est un joueur qui est victime de blessures assez récurrentes. Écoute, je sais pas, on va voir, mais c'est clair que là, c'est une des clés c'est une des clés pour une bonne saison des Nuggets, hein. C'est que Jamal Murray soit capable de faire une saison complète à haut niveau, qu'il Ouais. soit préservé des blessures, mais voilà, avec ce genre de profil, tout ce qu'on peut faire, c'est croiser les doigts, finalement, Pour la conférence Ouest, je voulais te parler vite fait aussi des Wolves qui ont re-signé Naz Reid, Julius Randle, qui perdent Nickel Alexander-Walker. Voilà une équipe qui, pour le coup, elle, se retrouve dans une situation financière un peu compliquée, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas vraiment, ils ont pas beaucoup de marge pour renforcer l'effectif autour d'Anthony Edwards. Ils re-signent des joueurs qui, selon le parcours en playoff qu'on a vu là, ont montré certaines limites, on va dire. Enfin, en tout cas, l'effectif en tant que tel a montré certaines limites. Ils perdent Nickel Alexander-Walker, qui lui était un très bon élément. Qu'est-ce que tu penses de Minnesota? Est-ce que c'est vraiment une stagnation qui risque d'être problématique ou pas, selon toi? Bah, en tout cas, contrairement aux deux équipes qu'on vient de citer à l'Ouest, c'est une équipe qui s'est affaiblie.
Ouais. La perte de Nickel Alexander-Walker, ça fait mal en fait. C'est un joueur qui était devenu vraiment important dans la rotation. C'est un mec qui jouait 25 minutes par match la saison dernière, qui a une belle expérience des playoffs en plus. Donc ouais, non, évidemment, je pense que pour le moment ils se sont affaiblis. Alors après, on sait pas, hein, peut-être que Nasrid, qui a 25 ans, va montrer des progrès encore plus impressionnants que ce qu'il nous a montré ces 2 dernières saisons. Je sais pas, moi j'ai toujours des doutes sur Julius Randle. Alors les doutes ont été en partie gommés par ce qu'il a fait ces derniers mois, mais non, je pense effectivement que l'équipe c'est pas renforcée. Au contraire, même c'est une équipe qui a perdu un élément très important de sa rotation, donc c'est Ouais. difficile pour moi d'être optimiste. Ouais. Ouais, moi, je suis persuadé que enfin, ça, on en avait parlé, toi et moi, quand les Timberwolves ont été éliminés, ou qu'ils étaient proches de se faire sortir par OKC. Je pense que l'ère Rudy Gobert doit se terminer du côté de Minnesota. Je pense qu'ils iront nulle part avec ce gars-là. Mike Conley, il a encore une année de contrat, il a 37 ans. Je pense que aujourd'hui, ils sont pas du tout sur une pente ascendante, alors ils auraient bien besoin de l'être, en fait. Et je pense que c'est urgent pour eux de ne pas se contenter, de garder en tête ce qu'on toi et moi on dit depuis un moment maintenant, de se concentrer sur Anthony Edwards et Jaden McDaniels. Nasrid, tu le re-signes, c'est très bien, à la limite tu le gardes aussi. Si tu peux garder DiVincenzo, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est très bien. Mais quand tu commences à perdre d'un mec comme Nickel Alexander-Walker qui a 26 piges et que tu continues à rider Gobert, Randle et Conley, je pense que là ils sont en train Ouais, après, de se perdre dans quelque chose où ça va être que de la frustration, quoi. ouais, mais c'est quoi le marché aujourd'hui pour Rudy Gobert, si tu veux? Enfin, tu Ah non, vois, mais c'est compliqué, hein. Parce que si ça, tu dois mettre. on est tout à fait d'accord. Mais je pense que c'est aujourd'hui un truc qu'il va falloir sérieusement songer à faire, quoi. Ouais, parce que mais tu vois, par exemple, là, on parlait de Denver juste avant. Si Denver a dû mettre un first pick non protégé pour faire accepter le contrat de Porter Junior, tu dois faire au minimum la même chose pour Gobert, et vraiment au strict minimum, hein, parce que Gobert, la saison prochaine, c'est plus de 36 millions, et une player option pour... Attends, ouais, non, c'est ça, il est sous Ouais, contrat c'est ça, jusqu'en ouais. 2028. Ouais, ouais, Donc 38 ouais, non, c'est millions sur sa dernière année de contrat. Non, mais tout à fait. très difficile de faire accepter le contrat, hein. Ce qui pour Minnesota en plus serait un aveu de faiblesse totale, puisqu'ils ont sacrifié je ne sais combien de pics de draft pour faire venir Rudy Gobert. Donc, si tu commences à fourguer tes pics de draft pour le faire partir, Ah ouais, mais ils sont obligés. non, Plus, ouais, plus, non mais plus de 20% du cap sur les 3 prochaines saisons, c'est colossal. ouais. Mais ça, c'est une équipe pour moi qui stagne et on sait, voilà. En NBA, quand tu stagnes, et c'est ce qu'ont vécu les Nuggets après leur titre, hein, quand tu stagnes, tu vas nulle part. Ouais. C'est comme ça que ça se passe. Ouais, je suis Grosso d'accord, et je trouve même que t'es gentil en parlant de stagnation, parce que pour moi, ils vont descendre même. Ouais, ouais. Écoute, ils ont pas fait. Quand tu regardes la saison qu'ils ont fait, les Wolves, ils ont mis du temps à se mettre en jambes. Ils ont fini sur les chapeaux de roue. Ils ont atteint pour la deuxième fois les finales de conférence. Donc, moi, c'est ce que j'avais dit à l'époque. Je peux pas voir ce parcours-là depuis 2 ans côté Minnesota et dire c'est un échec. C'est pas du tout un Ah non, échec. non, ça je Mais suis je d'accord. pense qu'ils ont atteint leur plafond. Et je pense que cette équipe-là, avec Rudy Gobert à côté d'Anthony Edwards, n'ira pas plus loin. Je pense que c'est pas possible. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Dans la configuration actuelle, et en plus maintenant que tu re-signes Nasrid et Randle, grosso modo, tu repars exactement avec un effectif tout à fait similaire, voire un peu plus faible. Alors après, on verra la progression des jeunes et tout ça. Ok, mais attends. Soit tu joues le titre, soit tu joues pas le titre. Et je vois pas à Minnesota qui va venir bouleverser à lui seul la hiérarchie à l'ouest parce que tout d'un coup il a progressé. Je suis désolé, mais on verra bien. Rob Dillingham, ou Terrence Shannon, tu peux y croire à mort. J'ai du mal à croire que ça va se passer comme ça. Quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense Écoute, on verra bien. qu'effectivement, là, il va y avoir un problème. Ouais, ouais. Je me suis déjà trompé des 10 millions de fois par Oui, le oui, passé. Donc, et déjà l'été dernier, effectivement, sur les Wolves, on n'était pas non plus ultra confiants, tu vois. ouais, On les voyait plutôt s'être affaiblis avec le trade de Towns, etc., etc. Au tout à final, fait. tu vois, ils nous ont ressorti une saison en finale de conférence, quand même. Complètement. Tout à fait. On va partir du côté des Lakers, Charlie. Je suis désolé, la situation est un Oui, peu, tu peux l'être, un peu oui. moins confortable à Los Angeles pour le moment.
le départ de Dorian Finney-Smith, dont on a parlé, joueur clé à avoir dans son effectif, si tu as Luka Doncic et LeBron James, si tu regardes l'impact qu'il avait l'an dernier aux Lakers, le temps qu'il a passé là-bas, bah, c'était ultra positif. Et donc, en plus, il part chez la concurrence à Houston, donc c'était une première alarme. Les Lakers ont signé Jake LaRavia. Je pense que beaucoup de fans ignoraient totalement l'existence de joueurs avant qu'il signe aux Lakers. Et je pense pas que ça change quoi que ce soit si ton objectif c'est de jouer le titre. Ces derniers jours, ils ont réussi à attirer à eux DeAndre Ayton, premier pick de draft en 2018, la même que Luka Doncic, qui possède des qualités et des défauts qu'on connaît bien. On va en parler toi et moi. Un joueur dont l'impact peut être positif s'il est bien entouré, s'il est bien dans sa tête, s'il y a plein de si quand même qui se posent. Jackson Hayes a re-signé pour 1 an, bien qu'il était injouable en play-off il y a quelques semaines de ça. Le plus gros problème à gérer pour les Lakers reste toutefois le cas de LeBron James, qui pour la première fois de sa carrière est sur un contrat expirant, après avoir activé la dernière année de son contrat à plus de 52,6 millions de dollars. Il a bien fait comprendre ses doutes sur la situation actuelle, ce qui n'a pas vraiment entraîné de réaction côté Lakers, du moins pas trop perceptible. Charles, est-ce qu'on est en train d'assister à la fin de l'ère LeBron James à Los Angeles, ou est-ce que tu vois un autre dénouement du côté des Lakers? Quand tu veux dire la fin de l'ère LeBron James, tu veux dire dès cet été, qui partent cet été? Ou... Ben, on commence à parler de plus en plus d'une possibilité de transfert, ou potentiellement sa dernière année et la volonté des nouveaux propriétaires de se dire ok LeBron, tu restes encore 1 an, nous on fera rien, donc soit tu exiges ton transfert, soit on deal un buyout, soit voilà, Mais c'est ça, en tout cas. mais c'est terminé quoi. Dans l'absolu, ça viendra pas du front office. Si ça doit se terminer cet été, ça viendra de LeBron, ça j'en suis persuadé. Écoute, oui, je pense qu'on se dirige vers la fin de l'ère LeBron. Moi, je pense que ce sera plutôt l'été prochain. Maintenant, si ça doit arriver dès cet été, je vais être honnête, je vais pas m'en plaindre. Je méprise pas du tout le joueur qu'est LeBron. Hein. C'est encore un monstre à son âge. Il est encore incroyable pour son âge. Il y a aucun problème. Mais voilà, moi, ça fait un moment maintenant, enfin, surtout depuis le trade de Luka Doncic, que je pense qu'il faut absolument construire cette équipe autour de Luka Doncic. Donc le plus tôt sera le mieux. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, je pense pas qu'on puisse considérer que le début d'été des Lakers est un succès. Hein. La perte de Dorian Finney-Smith, elle fait très mal. C'est le genre de role-player dont toutes les équipes ambitieuses ont besoin. Et non seulement, tu l'as dit, les Lakers l'ont perdu, mais en plus, il est allé à Houston, renforçant une équipe de l'Ouest déjà, a priori, mieux armée que les Lakers. Donc, c'est un vrai problème. L'autre élément, bon, c'est Ayton. Moi, pour être très honnête, je suis vraiment partagé sur son cas. D'un côté, je reconnais tout à fait qu'il est certainement le poste 5 le plus talentueux qui était disponible, et je crois qu'avec Doncic, il peut se régaler. En plus, le tarif auquel il a été signé est correct. Pour autant, moi, en DeAndre Ayton, j'ai jamais été fan de ce joueur, outre ce qu'on a entendu sur son comportement à Portland, avec des retards, des attitudes pas toujours très pro, etc. Moi, c'est un joueur qui m'a énormément frustré par son manque d'intensité, par sa passivité parfois sur le parquet depuis qu'il est en NBA. Je l'ai vu parfois à son époque Suns se faire bouffer dans l'intensité en play-off par des joueurs beaucoup plus petits et beaucoup moins physiques que lui. Ouais. Et déjà à l'époque, alors qu'il ne jouait pas pour mon équipe, ça me tendait. Donc maintenant qu'il est sous le maillot des Lakers, je pense que je vais vraiment être extrêmement frustré. Voilà, c'est pas le nom qui me faisait le plus rêver parmi tous les postes 5 qu'on a associés aux Lakers ces derniers jours, mais j'attends de voir la suite. Et puis je vais quand même lui laisser sa chance. Peut-être qu'à un moment, il va se rendre compte que il faut se faire un peu violent sur un parquet, que tu peux pas te faire bouffer au rebond en play-off par un mec qui te rend 25 cm. Enfin voilà, c'est des trucs assez basiques. Mais pour parler un peu franchement, Ayton, il y a beaucoup de moments où je trouve qu'il est très soft et c'est irritant. Voilà, moi j'aime bien l'école bleue, j'aime bien les mecs qui ont la mentalité totalement inverse à celle d'Ayton. Donc bon. Je suis pas ravi de sa présence, voilà. Ouais, tout à fait, je comprends. Non, je comprends effectivement. Après, côté Lakers, si on voit un peu des aspects positifs, on peut se dire que la saison prochaine, ce sera une saison pleine avec Luka Doncic, LeBron James, Austin Reeves et tous ceux qui seront dans cet effectif, donc, dont Ayton, mais il y a encore Rui Hachimura, Maxi Kleber, Jared Vanderbilt, Jake LaRavia, donc. Mais attends, mais qu'est-ce que tu vises avec ça? Ah non, mais bien évidemment. Mais je pense qu'il peut y avoir une vraie progression. Maintenant, voilà, c'est là où j'allais en venir, c'est que effectivement,
C'est les Lakers, tu as cet effectif-là, je pense pas que tu joues le titre. Or, si tu as encore LeBron James dans ton effectif, c'est la seule chose que tu dois jouer. Mais même avec Luka Doncic, c'est la seule chose que tu dois jouer. Effectivement. Et On donc, l'a dit avec les Mavs pendant des années, et quand t'as Luka Doncic dans ton effectif, tu dois jouer le titre, point. on en vient à un truc qui, pour moi, est absolument lunaire dans toute cette histoire, mais qui remonte au transfert de Luka Doncic de Dallas. Comment ce joueur, à 26 piges, se retrouve dans cette situation où, de mon point de vue, il y a un espèce de jeu de dupes entre les nouveaux propriétaires et LeBron James, c'est qui va perdre la face, enfin, qui va avoir le mauvais rôle dans l'histoire. Et aujourd'hui, les propriétaires sont plutôt confortablement installés, c'est-à-dire que on ne prolonge pas LeBron James, qui a opté dans son option, donc qui a refusé de renégocier, prendre moins d'argent pour permettre à l'équipe de se renforcer. C'est un peu ce que beaucoup de gens ont dit quand il a opté dans son option, quand il a pris son option. Donc, grosso modo, c'est dire, ah, regardez, LeBron James, il joue pas le jeu, il dit qu'il veut jouer le titre, mais finalement, il refuse de sacrifier un centime pour nous permettre de se renforcer autour de lui. Et Luka Doncic, donc lui, il est au milieu de cette histoire, de cette espèce de bras de fer, où LeBron James, très probablement, s'il sent que ça mène à rien, il pourrait demander son transfert, obtenir un buyout. Je sais pas trop dans quelles conditions ça pourrait être accordé par les proprios des Lakers. Ça me semblerait fou d'en arriver là, mais bon. Mais dans ces cas-là, LeBron James pourrait s'il y a un buyout pour LeBron James, c'est parfait. Parce que lui, il peut se retrouver à signer où il y a de la place pour n'importe quelle somme. De toute façon, il aura l'argent qu'il aurait dû récupérer cette saison. Donc ça, d'un point de vue financier, il n'est pas perdant. Maintenant, si tu veux faire un transfert, l'équipe qui va recevoir LeBron James va forcément se retrouver à devoir envoyer des éléments pour le récupérer. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'équipes. Alors, les équipes qui sont citées le plus, c'est les Cavaliers, les Knicks, les Warriors et les Mavericks. Si tu regardes un petit peu ce que ça demande à chaque fois, ça demande à chaque fois un sérieux sacrifice, des pics de draft, et une situation qui... imagine-le aux Mavericks avec Kyrie Irving et Anthony Davis. Ah, ce serait à mourir de rire. Mais je me pose la question de savoir si Irving et Davis seraient contents de cette éventualité. Je me pose vraiment la question. Je pense que Kyrie, probablement plus qu'Anthony Davis, ouais. Ouais, je pense, ouais. Aux Warriors, ça signifierait qu'il faudrait faire partir probablement Jimmy Butler. Les Knicks, faudrait faire partir, je sais pas, j'ai plus les chiffres en tête, mais il faudrait faire partir des gens importants. Si va aux Cavaliers, il faudrait faire partir Darius Garland, ça c'est sûr. Mais est-ce que tu joues encore quelque chose ou pas? J'en sais rien. Tout ça pour dire que Luka Doncic, là, c'est un espèce de jeu ça joue la montre. Pendant ce temps-là, Doncic, il a 26 ans. Il va se taper pour au moins un an encore de cette espèce de merdier sans nom, à moins que ça se résolve avec un transfert. On verra bien ce que ça donne. Si LeBron James reste, il y a probablement le LeBron James tour pour sa retraite qu'il va subir. Enfin bref. Est-ce qu'on est sûr que Luka Doncic a envie de rester aux Lakers, Charlie? Bah non, mais ça, de toute façon, on n'en est pas sûr depuis son arrivée. C'est sûr. Et ça, c'est une des questions les plus primordiales côté Lakers aussi. Mais si tu continues à donner cette espèce de spectacle navrant, est-ce qu'il n'y a pas une histoire où Doncic dit, attendez les gars, vous êtes gentils, mais en fait, moi, j'ai une carrière à faire, quoi. Oui, non, mais en fait, ce qui est important, c'est de savoir quels sont les échanges entre le front office et Luka Doncic. En fait, c'est surtout ça. Moi, un départ de LeBron cet été, j'y crois pas. D'abord parce qu'en trade, je pense que c'est trop compliqué. En fait, il y a peu d'équipes qui peuvent y arriver, et je vois pas aujourd'hui. Franchement, mis à part les Mavs, je vois pas quelle front office serait assez taré pour faire ça. Voilà, je le dis franchement. Mis à part Dallas, je pense que y a aucun front office assez incompétent pour le faire. Un buyout, je pense que ça déplairait à LeBron, parce que je pense que ça ferait tâche en fait dans sa fin de carrière. Se faire buyout par les Lakers, ce serait un sale message envoyé, tu vois. Lui qui est si attaché à sa legacy, ce serait moche. Donc non, moi en fait, je vais être honnête avec toi, moi je suis même content finalement qu'il ait pris son option, parce que
Parce que moi, j'avais pas du tout envie qu'il re-signe un contrat en 1+1 et que ça soit encore le même cirque l'été Ouais. prochain. Tu vois, voilà. Écoute, que ça soit la dernière saison de LeBron aux Lakers, que ça soit le... Moi, en fait, pour moi, le scénario idéal, c'est que ça soit la dernière saison de LeBron aux Lakers, mais que ça soit pas encore sa tournée d'adieu. Tu vois, qu'il aille faire sa tournée d'adieu ailleurs, Ouais. l'année prochaine à Cleveland, ou je sais pas, tiens, Onyx, super, là, va dans une autre franchise. Faut qu'on souligne le fait qu'il a une no trade clause, LeBron Oui, James. Il aussi, peut pas bien être sûr, transféré n'importe où, n'importe comment, sans son consentement. tout à fait. Pardon, excuse-moi, mais ça me semblait Non, non, mais important de y a souligner. aucun problème. Et sur le cas Luka Doncic, écoute, voilà, ce qui compte, c'est quels échanges ont lieu entre lui et le front office. En fait, aujourd'hui, c'est très difficile de savoir quel est le plan des Lakers, non seulement pour la saison prochaine, mais aussi pour le moyen terme. Si t'es les Lakers, t'es toujours supposé avoir une certaine ambition pour le titre, mais ils ont quand même l'air assez prudents, voire assez frileux depuis le début de l'été. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'ils ont perdu Finney Smith. Ils lui ont proposé que 2 ans de contrat. Laravia, c'est pareil, il a signé que pour 2 ans. En fait, c'est pour ça que certains médias, à commencer par ESPN, estiment que la franchise regarde avant tout l'avenir à court ou moyen terme, et notamment l'intersaison 2027, où il y aura beaucoup d'argent disponible et où les contrats de joueurs très importants, à commencer par Jokic et Yanis, expirent. Donc, donc quoi qu'il arrive, ce qui compte, voilà, c'est comment ça se passe avec Luka Doncic dans les tractations. Et est-ce que Doncic est prêt à se taper 1 an, une dernière année avec LeBron et après avoir les Lakers être beaucoup plus ambitieux sur les intersaisons 2026-2027 pour lui donner des équipes qui seront capables de jouer le titre pour plusieurs saisons d'affilée. Voilà. Moi, je pense clairement que tu peux pas uniquement attendre 2027 quand t'as Luka Doncic dans l'effectif. Tu dois l'entourer pour lui permettre de viser le titre le plus tôt possible. Mais la saison prochaine, les Lakers ne joueront pas le titre, c'est clair. Si ça se fait en bonne entente et en bonne intelligence avec Doncic, tant mieux. Si Doncic se tire à moyen terme parce que saoulé de la manière avec laquelle les Lakers auront géré la situation, bah écoute, on pourra que être déçu et on pourra que regretter le fait que l'expérience LeBron James se soit à ce point-là allongée dans le temps. Clairement, je pense pas que les Lakers, avec Luka Doncic, peuvent avoir quelconque ambition tant que LeBron James sera là à prendre Ouais, je suis d'accord. autant d'argent, quoi. Autant Et d'argent et pas que. En fait, c'est pas que une question d'argent, tu vois. c'est par rapport à sa production. Et j'ai bien conscience des stats qu'il a et ainsi de suite, mais c'est une question de comment tu construis autour de Luka Doncic pour les Lakers aujourd'hui Exactement. et plus est-ce que LeBron James comment ça va se terminer, quoi, tu vois. Non, et puis c'est aussi une question de. C'est tout con, mais tu vois, c'est aussi une question d'extra sportif en fait. Je veux dire, Mm. il faut être clair. Depuis des jours, on ne parle que de ça en fait. Concernant les Lakers aujourd'hui, on ne parle que de LeBron James, alors qu'on devrait être en train de parler du fait qu'ils ont perdu en Dorian Finney-Smith, un joueur extrêmement important pour une équipe ambitieuse, qui devrait parler de comment entourer Luka Doncic, de qu'est-ce qu'on fait d'Austin Reeves qui a refusé la prolongation parce qu'il veut un contrat beaucoup plus important. C'est de ça dont on devrait parler, Tout à fait, ouais. mais on ne parle que de LeBron parce que c'est LeBron, parce que c'est le maître de l'agenda médiatique en NBA depuis 15 ans maintenant. Et voilà, et c'est aussi ça qui est chiant, c'est que c'est pas juste une question d'argent, c'est pas juste une question d'apport sportif, c'est une Mm. question de la franchise doit tourner la page LeBron James pour ouvrir pleinement la page Luka Doncic. C'est là où la situation des Lakers est absolument fascinante. C'est-à-dire que tu as une légende absolue du sport, et même enfin, une légende de tout sport confondu, Ouais, bien en la sûr. personne de LeBron James. Et en même temps, c'est un joueur qui aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, je veux dire, pour les fans de LeBron James qui nous écoutent, c'est pas de manquer de respect à LeBron James que de dire qu'aujourd'hui, il freine, qu'on le veuille ou non, la construction des Lakers. Oui, tout à fait. En fait, non, c'est pas du tout C'est... une insulte à lui. Au contraire, ça prouve la dimension folle que ce joueur a en Oui, NBA, en fait. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, LeBron James est un obstacle au développement de la franchise parce que son calendrier à lui n'est plus aligné avec le c'est ça, calendrier de la franchise. exactement. Tout à fait. Et comme on parle d'un monument absolu, c'est un problème. Et en fait, on est sur une espèce voilà, de confrontation des priorités. Donc, côté LeBron James et côté Lakers, où ce n'est plus, on joue plus du tout sur. Et quand tu vois le communiqué qui a été publié par Rich Paul et LeBron James, par Clutch Sport, tu comprends ça, tu saisis ce truc-là, tu vois qu'ils sont pas, ils sont loin d'être bêtes, ils savent très bien ils maîtrisent très bien le côté business, et je pense qu'ils réalisent très bien aujourd'hui que les Lakers,
sont prêts à faire à faire le deal. C'est-à-dire, ok, tu veux actionner ton option, eh ben on joue cette dernière saison. Ce sera la dernière si tu as envie que ce soit la dernière. Si tu as envie de continuer après, ça ne nous regardera plus. Tu ne poursuivras pas chez nous, puisque nous, après, c'est Doncic et rien d'autre. Ouais, c'est ça. Parce qu'on doit absolument convaincre ce joueur de rester chez nous, parce qu'on l'a eu pour une niche de pain et de sardines, quoi. Et c'est la très grosse différence avec Kobe, par exemple. C'est que Kobe, la fin de carrière de Kobe Bryant, tout le monde... Enfin, en fait, le calendrier de la franchise était aligné avec celui de Kobe, en fait. L'idée, c'était complètement de lui offrir la fin de carrière dont il rêvait, avec un circus tour absolument incroyable, où le mec était acclamé dans toutes les salles. Les fans n'auraient pas supporté, Charlie, on est d'accord. Les fans des Lakers n'auraient jamais supporté qu'on maltraite Kobe Bryant. Je suis pas sûr que ce soit la même chose pour LeBron James. Non, mais oui, alors déjà, il y a ça, mais surtout, en fait, l'énorme différence, c'est que la dernière saison de Kobe Bryant, il y a personne dans l'effectif des Lakers sur lesquels tu te dis, je vais le reconstruire et aller au titre avec eux, en fait. Tout à fait. T'as Julius Randle et D'Angelo Russell, mais on voit tout à fait leurs limites. Je veux dire, là, c'est pas pareil. Là, il y a Luka Doncic, 26 piges, qui est là, qui est déjà un des joueurs les plus forts de la ligue et qui est déjà un joueur avec lesquels tu dois absolument construire une équipe pour aller au titre. Donc la situation, elle est, en termes de calendrier, enfin d'objectifs à court terme de la franchise, ça n'a rien à voir avec la situation de Kobe, en fait. C'est pas du tout une question de dire Kobe est plus important dans l'histoire de la ligue que LeBron ou quoi. C'est juste la franchise est à un moment différent, un timing différent de son histoire personnelle, et aujourd'hui les Lakers sont déjà le joueur sur lequel construire la suite. Je me pose vraiment la question de savoir si parmi les fans des Lakers, il y aura ça fera scandale si jamais les Lakers laissent partir LeBron James à la fin de la saison prochaine. Mais en fait, c'est compliqué à dire. C'est comme ça que ça se passe. Oui, mais en fait, le supportariat en NBA fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fans des Lakers qui, de base, sont des fans de LeBron. Donc oui, ces mecs-là vont être frustrés, ces mecs-là vont être dégoûtés, ces mecs-là vont être tristes. Maintenant, ceux qui supportent les Lakers depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, je pense que eux, non, ne seront pas scandalisés. Et ça, c'est fascinant. Et je le dis maintenant, mais je pense que les fans des Cavaliers doivent se préparer, parce que tout à l'heure, on parlait du fait de dire où est-ce que LeBron James va faire sa tournée d'adieu. Parce qu'on va se la manger, cette tournée d'adieu. Je vois pas... franchement, s'il ne la fait pas, LeBron James remonte dans mon estime. Ouais, pareil. S'il ne fait pas, respect. Manière fusée, quoi. Mais s'il le fait, pour moi, c'est soit aux Lakers, soit à Cleveland. Et je le vois bien signer une saison à Cleveland. En même temps, ça fait petit bras, la vache, quoi. Ça ferait petit bras à mort, quoi. Ouais, et puis c'est pareil, en fait. Tu vois, Cleveland, ils moche. sont... Ouais, j'ai Cleveland. En fait, là, LeBron, il se retrouve dans une position qui est quand même folle. Enfin, je pensais pas qu'on allait se retrouver dans un truc comme ça. Et pour lui, je me demande comment il va gérer ça. Après, il y a pas l'été prochain, il y a son deuxième fils qui est drafté normalement, non? Ouais, peut-être bien, ouais. Bryce. Est-ce qu'il nous ferait pas une tournée d'adieu dans l'équipe qui draftera son mioche? Oh là là là. Non mais attends, tout est possible avec lui. Tout est possible avec lui. La nausée à l'avance, quoi. Oh la vache. T'as filé-moi un pochon, quoi. Ah, tout est possible avec lui, parce qu'effectivement, Cleveland, ils sont dans la même situation que les Lakers. Ils sont même bien plus avancés que les Lakers. Aujourd'hui, Cleveland, c'est une des principales forces à l'Est. Je veux dire, tu vas pas sacrifier tes ambitions sportives pour offrir une tournée d'adieu à LeBron, malgré tout ce qu'il a apporté à la franchise, malgré tout ce qu'il représente pour la ville. Franchement, ce serait trop triste. Enfin, vraiment, je serais dégoûté pour les fans des Cavs. Mais voilà, mais une fois qu'on a dit ça, Charlie, tu te rends bien compte que LeBron James va tout d'un coup se retrouver. Il va passer du joueur que tout le monde voulait absolument s'arracher à qui va. Et je dis pas que personne n'en voudra. Bien évidemment, il y aura des équipes. Mais lui, est-ce qu'il voudra de ces équipes-là? C'est ça aussi la question. Et de son point de vue à lui, dans son storytelling à lui, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui font sens pour c'est clair. Assurer la fin de sa carrière et terminer dans un espèce de feu d'artifice, de célébration qu'il rêve d'avoir, je pense. Et aujourd'hui,
on se retrouve avec les Lakers qui sont presque en train de se dire, enfin, du moins, c'est ce que je ressens actuellement. On verra si ça se confirme ou pas. Mais ce que je ressens actuellement, c'est ça. C'est une franchise des Lakers qui dit, OK, allez, hop, dernière saison et puis au revoir, quoi. Et tu serres la main sur le palier et puis ciao. Ah ouais, Merci oui. de rendre les clés, quoi. Ah non, mais bien sûr que c'est ça, mais c'est Mais logique. mais c'est complètement fou, Charlie. Pour un mec comme LeBron James de finir comme ça serait complètement taré. Bah, oui, ce serait taré, mais est-ce qu'on serait surpris? Non, parce que pour moi, de mon point de vue, il s'inflige ça à lui-même à ne pas savoir finir, en fait. Il n'arrive pas à finir sa carrière. Non, mais non seulement il n'arrive pas à finir, mais en plus, il gère un moment, bon, ça va les 50 millions par saison à 41 ans, là, mon gars, ça suffit, non? Oui, surtout pour son impact réel. Alors, il fait des stats, il n'y a pas de problème, mais si tu regardes son plus-minus, son impact et tout ça, ça justifie pas 50 millions. Ça reste un joueur hyper talentueux. Il y a aucun souci là-dessus. Mais c'est pas un joueur qui mérite 50 millions, quoi. Je suis désolé. Quand bien même on peut dire, ouais, mais d'un point de vue de marketing, Oui, non, mais c'est ça, c'est que c'est 50 imaginez-vous millions. ce qui est. Oui, mais ça, tu peux le dire pour n'importe quel superstar qui a mis les pieds dans cette ligue à un moment. Non, Enfin, c'est je veux pas dire. vrai. N'importe quel superstar n'ont pas autant de maillots que LeBron James, c'est pas vrai. D'accord, mais si tu prends des mecs comme. Si tu prends Larry Bird et Magic Johnson qui ont sauvé littéralement la NBA de la banqueroute, Jordan qui a propulsé cette ligue à l'international. Non, mais là, tu prends la Non, crème de la crème. ah, Je suis mais d'accord, oui, non, mais je suis je prends d'accord. la crème de la crème parce que LeBron James est la crème de la Oui, crème. oui, non, mais d'accord, je suis d'accord, Ce mais mec-là a eu cet impact-là. Ce que je veux dire par là, c'est on peut pas tout voir par ce prisme-là. non. La NBA, comme n'importe quelle ligue sportive, c'est un marché. Les joueurs sont payés au prix du marché. Point barre. Non, mais c'est surtout qu'en plus, on parle des Lakers. Je veux dire, on parle pas d'une équipe Ouais. qui a besoin de coups de pouce en termes de marketing, tu vois. Ouais. Enfin bref, c'est humainement, sportivement, d'un point de vue économique, c'est fascinant. Tout ça est fascinant, pour le coup. Ouais, je Tout me pense que fascine. ouais, je pense que c'est encore mieux quand t'es pas fan des Lakers, quoi. Très clairement. En tout cas, les Lakers, pour moi, la seule chose qui compte aujourd'hui, c'est Luka Doncic. Bah, il Si je faut suis, absolument. là, je vais finir sur les Lakers de façon assez violente. Pour moi, clairement, tu fais en sorte que LeBron James se barre et tu reconstruis autour de Luka Doncic. Et si jamais tu peux te mettre d'accord avec LeBron pour faire un transfert pour récupérer des gars qui correspondent à ce que tu veux pour Luka, c'est très bien. Bah Mais oui. Et même au-delà de ça, hein, moi même un mec comme Austin Reeves aujourd'hui, tu vois, si t'es pas décidé à lui filer le contrat de ses rêves, ce que je comprends très bien, dans un an, il faut même envisager dès cet été de le trader en fait. C'est pour le coup, Cyril, moi, c'est un joueur que je garderais si j'étais les Lakers. Ball handler pas avec à un n'importe quel shoot, prix, pas à n'importe quel prix, non. vraiment Mais, pas à n'importe quel prix. mais très Et clairement, visiblement, vu tes aujourd'hui, exigences, c'est compliqué. tu peux pas foirer Luka Doncic. Parce que Non, Luka Doncic, t'en as pour les 10 ans à venir, quoi. bah ouais. Donc, et avec un gars qui... Luka Doncic est fou, parce qu'à Dallas, il a rongé son frein pendant longtemps, en permettant à cette équipe d'être compétitive longtemps. Il se fait transférer alors qu'il vient d'atteindre les finales NBA. Il a enfin un effectif qui fait totalement sens autour de lui. Et il se fait virer de cette équipe sans son consentement, sans que personne lui explique ce qui se passe. Et il se retrouve dans une situation où on est là à dire c'est un chantier pas possible, il faut tout reconstruire. Et il y en a encore pour 2 ou 3 ans pour tout remettre en place, quoi. Et très franchement, j'ai peur qu'on regarde un jour en arrière et qu'on se dise mais quel gâchis qu'a été Luka Doncic en NBA. Ah mais c'est sûr. Ah oui, oui, non mais ça j'en suis absolument persuadé. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est triste. C'est triste pour lui. Et c'est aussi pour ça que moi, si Luka Doncic il décide de se tirer des Lakers à l'expiration de Mmh. son contrat, bah, ça sera compliqué de lui en vouloir en réalité. Ah, moi, je pense qu'il devrait sérieusement imaginer ça Oui, mais c'est parce que toi t'aimes s'il pas n'a les pas de Lakers. garantie. Non, 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 Bah non. si, t'es pas objectif toi. Non, très franchement, Charlie, je dis pas ça pour ça. Je pense vraiment qu'il devrait faire ça si je comprendrais qu'il en peuvent plus d'attendre et de voir tout ce marasme autour de lui en permanence. Et qu'il décide pour une fois de se dire j'ai l'opportunité
de décider de ce que je veux faire, et ben je vais saisir cette opportunité et je vais décider de ce qu'il en est. Et c'est pour ça que on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si les Lakers aujourd'hui sont encore en train d'avoir le cul entre deux chaises, en train de se dire comment on manage LeBron James et son ego et comment on manage la suite de la carrière de Doncic, et qui voient ça, je comprendrais tout à fait que Doncic dise écoutez, si je suis pas votre priorité, ciao, je me casse quoi. Oui, sauf qu'à l'expiration du contrat de Luka Doncic, en théorie, le contrat de LeBron James ne sera plus dans le payroll, donc en théorie, il y aura quand même de la marge, il y aura la possibilité de l'entourer, et je pense que l'histoire des Lakers, ça te prouve quand même que quand ils ont une superstar et qu'ils cherchent à l'entourer pour aller au titre, généralement ils y arrivent, ils n'hésitent pas sur les moyens, surtout avec les nouveaux propriétaires. Donc je pense que, tu vois, je comprends la crainte que Luka Doncic se barre, et encore une fois, s'il se barre, je lui en voudrais pas, mais la vérité, c'est aussi qu'au moment où il sera en position de se tirer, en théorie, les Lakers auront tourné la page LeBron James et auront la possibilité de lui donner une équipe qui sera capable d'être ambitieuse. Est-ce qu'ils y arriveront? Ça, c'est une autre chose. C'est une question de compétence, mais en termes de volonté de construire autour de Luka Doncic, au moment où son contrat sera expirant, il n'y a aucun monde où les Lakers ne veulent pas construire autour de lui. Aucun. Je porte pas les Lakers dans mon cœur, mais très clairement, j'ai absolument aucune envie de voir Luka Doncic se faire hacker sa carrière comme c'est en train de se produire actuellement, quoi. Voilà, très sincèrement. Oui, mais je te dis, je vois pas comment ça peut se prolonger au-delà de cette saison, en fait. Eh ben écoute, ça va être génial à suivre, Charlie. Ouais, c'est clair. On va parler des Bucks. Comme un couple toxique, les Bucks et Giannis Antetokounmpo continuent de vouloir faire vivre leur union malgré l'accumulation des difficultés et la multiplication des impasses. Dans une nouvelle tentative d'apaiser leur star, Milwaukee a fait le choix de racheter le contrat de Damian Lillard, un buyout, 113 millions de dollars qui seront étalés sur 5 ans et qui ne jouent plus donc dans la masse salariale pour faire la place à de nouvelles recrues. Et ils se sont également débarrassés de Pat Connaughton pour faire de la place. Tout ça, ça a permis de faire venir Miles Turner, qui est la plus grosse prise du front office dans cette intersaison, qui de toute façon n'a déjà plus les moyens de faire grand-chose derrière ça, et si ce n'est recruter Gary Harris, alors qui est un bon joueur, mais qui est quand même assez régulièrement blessé, et qui, je ne sais pas s'il impacte à ce point-là les résultats d'une franchise. Vasilije Micic, qui lui a dit qu'il songeait à faire comme Valanciunas, à repartir en Europe, donc à demander un buyout dans la foulée. Ils ont re-signé Kevin Porter Jr., Bobby Portis Jr., Gary Trent Jr., Taurean Prince, Jericho Sims, grosso modo les joueurs qui étaient là en play-off cette saison. Est-ce que ça sera suffisant pour faire des Bucks une équipe dominante à l'Est? On est en droit d'en douter. Charlie, comment tu vois cette situation à Milwaukee qui est, je sais plus pour qui on l'a dit l'autre fois, mais qui pour moi elle est l'exemple typique de reculer pour mieux sauter, quoi. Je sais pas, ça va nulle part cette équipe. Bah ouais, moi j'ai surtout un sentiment d'impro un peu permanent en fait. Écoute, autant Miles Turner, je comprends, c'est cohérent, c'est en termes de profil, ça fonctionne bien avec Giannis, etc., etc. Autant pour le reste, je suis dubitatif en fait. Alors oui, ils ont principalement prolongé leurs joueurs, Porter Junior, Portis, Taurean Prince, etc., etc. Mais franchement, je sais pas quoi te dire sur cette franchise. Le fait de couper Damian Lillard, quand la news est sortie, le premier truc qui a fait du bruit, alors outre la grosse somme quand même que la franchise va devoir lui verser, hein, parce que là on parle de 22 millions par an pour les 5 prochaines saisons, je crois. Ouais, 22 millions 5, ouais. Voilà, le premier truc qui est quand même ressorti, c'est que tout ça déplaisait à Giannis Antetokounmpo. Donc alors, on a tous un peu retenu notre souffle. Selon Chris Haynes, Ouais, principalement, ouais. c'est Chris Haynes qui est un peu un porte-voix de Damian Lillard, qui lui apparemment est manifestement absolument ravi de quitter Milwaukee. Ouais, enfin, si Giannis avait voulu contredire ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux, il aurait pu le faire. Il se fait plaisir sur les réseaux sociaux ces derniers temps avec des espèces de petits messages. C'est vrai. Enfin voilà, c'est nul. Enfin, franchement, je suis désolé, mais c'est bidon. Putain, si j'étais fan des Bucks, mais qu'est-ce que ça m'énerverait de voir ça. Donc ouais. Il est trop bizarre, Giannis, avec dans sa communication lui aussi. Hein. Je trouve que son évolution ces dernières saisons en termes de communication, elle est pas, c'est pas agréable, je trouve. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre.
Donc voilà, on attendait un peu de voir si ça allait déboucher sur quelque chose. Bon, bah visiblement, il va pas demander son trade, ou alors je suis passé à côté d'informations Non, apparemment incroyables. pas. Non, pour l'instant, non. Mais le pire, c'est qu'il peut le demander. En fait, il tient, c'est lui qui tient les cordes de la marionnette, quoi. Ouais, ouais. Si demain, si en janvier, il dit, vas-y, cette équipe, ça pue, transférez-moi. Mais pourquoi il attend janvier pour ça, en fait? Je veux dire, c'est évident que Mais ça pue. j'en sais rien. Je suis En fait, désolé, mais je suis à Paris, je le sens d'ici que ça pue. Alors sur place, il on devrait s'en demande rendre compte quand toujours même. tu sais, que les joueurs se montrent, comment dirais-je, Fidèle. fidèles à leur équipe, tout ça, tout ça. Enfin, et là, ça va trop loin, en fait. Ça va trop Oh. loin, cette histoire. Ça va beaucoup trop loin. De toute façon, les Bucks ont rien d'autre à faire que de gagner. Ils ont plus de pick jusqu'en 2031, je crois. En tout cas, pas de pick qu'ils maîtrisent. Leur coach, c'est Doug Rivers qui refuse de faire jouer les jeunes. Je Non mais comprends. Tout ça va nulle part, en fait. Très franchement, clairement. tu te rends compte que à la fin de la saison prochaine, là, ça fera 5 ans qu'ils ont été titrés, et que sur ces 5 ans, ils ont rien fait du tout. Avec un mec qui, quasiment chaque saison, est en 30 points, minimum 10 rebonds, même 10 Ouais, rebonds, qu'est-ce que je raconte? en En 32 6 ouais. 30-12, ouais, je veux dire, Ouais. c'est délirant, honnêtement, c'est tellement frustrant, et je comprends pas, ouais, je comprends pas, en fait, moi j'aime pas les joueurs, tu vois, qui jouent au général manager. J'aime pas les joueurs qui décident, qui ont trop d'influence dans ce que fait leur franchise et tout. Mais il y a des limites quand même. Et là, honnêtement, le fonctionnement des Bucks depuis le titre, il est pas justifiable. Vraiment, il est pas justifiable. Ils sont Mhm. incapables de lui donner une équipe qui a de l'ambition. Et pourtant, ils sont à l'est, quoi. Tu vois, il y a de la place. Tu vois, il y a pas de, c'est quand même moins compétitif que l'Ouest. Surtout là, la saison prochaine, il y a beaucoup d'incertitudes sur beaucoup d'équipes. Les Knicks, on fait tout le processus de draft et de free agency sans coaching staff. Enfin, là, il y avait des choses à faire cet été. Mais bon, je sais pas. Bon courage aux fans des Bucks, et un jour peut-être la situation changera. Mais c'est vrai que là, c'est frustrant. En fait, un truc qui me met la puce à l'oreille pour comprendre que c'est pourri jusqu'à l'os cette histoire, c'est à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe du côté de Milwaukee depuis le titre justement. Alors, Damien Lillard, on avait tous regardé ça en se disant waouh, le coup de maître, bien que le danger c'était de faire venir un joueur qui avait jamais demandé à venir chez toi et qui avait pour le coup des destinations très précises où il voulait jouer, et c'est complètement retourné contre eux, les Bucks, très sincèrement. On le voit tous aujourd'hui. Bien qu'à l'époque, voilà, c'était difficile de pas s'enthousiasmer Ouais, c'est clair. pour un pick and roll Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo, très sincèrement. Mais au final, beaucoup de décisions des Bucks ont toujours été faites pour apaiser Giannis Antetokounmpo et non pas pour construire quelque chose. Il n'y a pas de vision, en fait, il n'y a pas de projet. Et c'est ça qui me dérange le plus du côté des Bucks, c'est le fait qu'il y a tout est toujours fait du style ah, est-ce que Giannis c'est bon, ça te va, t'es content, ça va Giannis, t'es content. Ouais. C'est pas ça la question qu'il faut se poser. C'est qu'il y a un moment, faut Giannis, t'es pas général manager. Laisse les professionnels faire leur boulot, laisse la police faire son travail. Mais il y a encore des Et, professionnels là et, dans le front et, office des Bucks. et j'en sais rien, mais en tout cas, non mais c'est ce dont on parle tout le temps, Charlie. Proprio, ton boulot, c'est de gérer, de recruter un front office compétent. Le front office compétent, c'est de construire un effectif compétent autour de ta star. Et si tu as la chance d'avoir une star, un franchise player qui est clair, net et définitif, comme Giannis Antetokounmpo, c'est tant mieux. C'est que tu es hyper bien barré. Tu as une des pièces les plus compliquées et les plus rares à obtenir de toute la ligue. Et les Bucks sont en train de foirer, mais mémorablement depuis lors, le fait d'avoir un gars comme Giannis Antetokounmpo. Et le pire, c'est que Giannis Antetokounmpo est partie prenante dans ce naufrage absolu. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à sortir de son... Enfin, il se fait lui-même un croche-patte, en fait. Il est lui-même sur son vélo en train de se mettre un bâton dans les roues.
alors qu'il pédale. Et ça me fascine en fait. Il ne comprend pas qu'à un moment ou à un autre, ce qu'il devrait exiger, c'est d'avoir un front office compétent. C'est pas de dire ah oui, je suis d'accord pour jouer avec un tel, ah oui, je suis d'accord pour jouer avec un tel, ah je veux absolument que ce mec-là soit re-signé. Ah, je suis désolé, mais Giannis Antetokounmpo, si tu vois toutes les décisions auxquelles il a été plus ou moins lié, où il a plus ou moins donné son avis, donné son feu vert en disant oui, d'accord, vas-y, on fait ça. Ah, ça n'a jamais été des décisions qui ont porté leurs fruits. Je suis désolé. Donc, Ouais, après, tu vois, je veux dire, si son front office vient le voir en lui disant est-ce que tu veux jouer à côté de Damian Lillard, il va pas leur dire non, je veux un meilleur front office que vous, tu vois. Mais oui, dans l'absolu, je suis d'accord avec toi. non, mais sa responsabilité devrait être de dire faites votre boulot et au moment d'aller voir le propriétaire et de dire écoutez, je pense qu'on n'est pas équipé, on n'est pas équipé au niveau des décisionnaires. Voilà. Ouais. Je sais pas, mais Non, non, mais si, oui, t'as raison, mais en tout cas, ouais, c'est trop frustrant, en fait. Franchement, c'est vraiment trop frustrant, ça m'énerve, moi. Il est tellement fort, Yanis, hein, vraiment. En fait, je suis pas sûr que les gens se rendent compte d'à quel point ce mec est un monstre et à quel point il est gâché, là, mais depuis complètement. le titre. Vraiment, depuis le titre, c'est un gâchis qui est plus incroyable aujourd'hui que, enfin, je veux dire, sur la période, sur les 4-5 dernières saisons, il y a pas de plus gros gâchis que celui d'Antetokounmpo, je trouve, en NBA. Tu regardes le premier tour face à Indiana. Le gars, c'était un demi-dieu sur le terrain. Et pourtant, il n'arrivait pas à impacter du tout le résultat Enfin, voilà, ils ont pas vraiment tenu tête à Indiana. 33 Tu points, regardes, 15 rebonds s'y passent, hein, sur le premier tour si contre tu Indiana. regardes sa production, c'est inhumain. Ouais, c'est monstrueux. C'est inhumain. Ah oui, c'est des performances all-time, en fait. Vraiment, Sauf c'est des que performances all-time. ça ne sert à rien si t'as pas les gens autour de toi. Le basket, c'est un sport collectif. Et c'est ça que tu dois avoir autour de toi. C'est des gens enfin, qui sont compétents, quoi. Ouais. Quand ils ont gagné le titre, il y avait Brook Lopez qui était un défenseur, encore un défenseur dans la conversation du meilleur défenseur de l'année. Il y avait Chris Middleton, il y avait Drew Holiday, il y avait comment il s'appelle Tucker sur le banc. Ah non, mais il y avait une équipe qui était cohérente autour de lui, ouais. Une équipe de dingue autour de lui. Pat Connaughton qui était efficace. Enfin, il y avait tout un entourage qui était ultra compétitif. Ouais. Là, t'as rien du tout. Je veux dire, même. Et le pire, peut-être dans l'histoire, j'ai même envie de te dire ça, c'est ce à quoi je pensais l'autre jour, c'est que dans la conférence Est, telle qu'elle est prévue la saison prochaine, le pire, c'est que les Bucks ont probablement existé dans cette conférence Est. Et peuvent tout à fait se dire, ah bah vous voyez, on n'était pas si mal finalement cette saison. Et ça va encore les empêcher de prendre les décisions qui s'imposent. C'est ce dont j'ai peur les concernant. Ouais, ouais, exister, ils vont pas non plus. Ah, regarde la conférence Est, Charlie. Rien que quand t'es tout compo seul sur le terrain, fait que tu vas défoncer la plupart des équipes en face de toi. Ouais, C'est ça le après, problème aussi. Orlando a progressé par rapport à la saison dernière. Oui, non, mais Détroit en théorie je aussi. parle Enfin, pas tu vois. d'Orlando. Je parle pas d'Orlando. Ouais, mais Orlando, attends, du coup, si tu comptes Cleveland, Knicks, Orlando, Détroit, enfin, tu vois, pour moi, les bah, Bucks sont au t'arrives mieux en playoff. sixième, quoi. T'arrives en playoff. Ah oui, non, mais ça, oui, ah oui, non, mais ça sera une équipe de playoff, c'est sûr. Mais encore Tu heureux, peux attends. avoir une cinquième, une sixième place à l'Est Mais sans attends, trop mais cravacher, quoi. Giannis sur le parquet, même avec nous autour, il va en playoff, de toute façon, à l'Est. Donc, bon. Je suis pas sûr de ça. Mais... Bref, écoute, quel gros gâchis cette histoire. Et moi, je persiste à dire quand Compo ne cède pas lui-même en fait. Donc, on verra. On verra ce que ça donnera la saison prochaine. Parmi les autres deals, tiens, Atlanta fait des bonnes choses. Ouais, Alors, c'est super. je suis pas très chaud sur Porzingis, hein, mais récupérer Nickel Alexander-Walker et Luke Kennard, c'est pas mal du tout, je trouve. Le fait que les Pelicans leur ont lâché le pic non protégé de 2026, ça me fera toujours rire cette histoire. Les Pelicans, c'est un running gag depuis le début de la terre. Joe Dumars, il a pas attendu 2 secondes pour reprendre ses bonnes habitudes. Ah la vache! Il est en train de nous faire un truc. Ils ont signé que des mecs qui savent pas shooter, les Pelicans, pour entourer Zion Williamson qui ne sait pas shooter. Bravo, rien à redire. C'est vrai, c'est magnifique. C'est absolument Euh, magnifique. mais cette équipe des Hawks me plaît beaucoup. Je l'aimais déjà beaucoup.
Et là, je pense que les Hawks, clairement, ça va être une case de cocher sur mon League Pass la saison prochaine. Ouais, pareil. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que ouais, le recrutement notamment d'Alexander Walker, c'est vraiment très très solide. Il va faire beaucoup de bien dans la rotation sur la ligne arrière. Il a un contrat qui est intéressant. C'est vraiment une perte importante pour les Wolves, on l'a déjà dit. Et ouais, je trouve que c'est un profil très intéressant pour Quinn Snyder. Et Atlanta s'est vraiment renforcé sur leur intersaison et ils ont une équipe qui est super intrigante. Et ouais, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, comment ça va s'organiser et à quel point ils peuvent progresser dans une conférence Est qui, encore une fois, on l'a dit, il y a de la place. Et tu vois, typiquement, aujourd'hui, une équipe comme Atlanta, je suis persuadé que ça finit devant Milwaukee s'il n'y a pas de problème, tu vois. En plus de ça, ils ont du capital de draft. En plus de ça, ils ont de la marge salariale. Enfin, je vais dire, d'un point de vue construction, Atlanta, c'est en train de ressembler vraiment à quelque chose de sérieux, Ouais. avec des vraies armes pour négocier, pour faire des deals, pour, euh, pour bâtir autour de ce qu'il y a, même continuer à engranger les assets et ainsi de suite. Franchement, magnifique opération côté Hawks. Le front office sont vraiment en train de prouver qu'ils savent ce qu'ils font. Et chapeau à eux. Pour moi, c'était très important de le souligner. Et je suis ravi pour Zachary Rizaché. Je suis ravi pour Trae Young de me dire qu'il va avoir un effectif ultra sympa autour de lui. Et sa présence fait que cette équipe va être ultra sympa. Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec Absolument toi. Et complètement. c'est vraiment une équipe que je vais regarder de près. Les Knicks ont recruté, ça y est, ils ont leur coach, Mike Brown. Mike Brown qui débarque dans la grosse pomme. Et ils ont recruté également Jordan Clarkson qui change enfin d'air, qui quitte le Jazz. Et Gershon Yabusele qui débarque aux Knicks. Charlie, c'est plutôt cool cette histoire de Gershon. Là. J'espère pour lui qu'il va, voilà, que ça va le changer de Philadelphie et de la saison morose qu'il a passée là-bas. Et que là, il va peut-être partir sur un truc très très fun côté Knicks. Ouais, alors c'est pas l'équipe où il aura le plus de minutes, ça c'est Non. sûr, mais d'abord c'est une équipe qui est ambitieuse et ça c'est cool. Ensuite, ce qui m'intéresse moi, c'est aussi que c'est une équipe qui le veut depuis longtemps, parce qu'en février dernier, quand son nom était évoqué pour d'éventuels trades, les Knicks faisaient déjà partie des franchises qui étaient intéressées. Donc ouais, je suis content qu'il ait l'occasion de jouer pour une franchise aussi mythique dans une salle pareille. J'espère que Mike Brown saura l'utiliser. C'est vraiment pas un gros contrat. Je pense qu'il aurait touché plus dans d'autres franchises ou peut-être dans d'autres circonstances. Mais ce qui compte le plus, c'est qu'il s'éclate dans une équipe qui aura des ambitions. Là encore à l'est, où il y a encore une fois il y a de la place. Donc ouais, c'est cool. Je suis content pour lui. Enfin voilà, Yabusele, c'est un mec qui a l'air d'aimer le basket en fait, tu vois, genre et quand t'aimes le basket, je pense que jouer Ouais, au Knicks, c'est incroyable. carrément. Moi, je suis ravi par ce recrutement des Knicks. Et les Knicks ont tout intérêt à construire parce qu'ils sortent d'une finale de conférence. Et je pense que cette équipe, l'année prochaine à l'Est, a vraiment un énorme coup à jouer, quoi. C'est marrant, moi je pensais que tu serais C'est... déçu. Ah bon? Bah ouais, Pourquoi? parce que bah il a expliqué, je crois que c'était hier ou je crois que c'est hier soir, il a expliqué en fait qu'il avait beaucoup pensé à Denver. Et du coup, moi je pensais que tu serais déçu qu'il ne soit pas allé à Denver. Oh non, parce que Denver, pour le coup, ils sont au niveau des ailes et tout ça, ils ont ce qu'il faut. Et soit il aurait pas une minute de jeu, soit, enfin, c'est pas vraiment un besoin de Denver. Là, Denver, le gros besoin, ça va être le pivot remplaçant, malheureusement, alors qu'on pensait que c'était réglé. Et puis un ball handler, là, il faut un profil meneur de jeu, Donc est-ce que t'es absolument. pragmatique? Ouais, bah écoute, Non mais c'est vrai, t'as raison. Moi c'est pour vrai une que dans ce fois, genre de cas, tout ce que je veux, c'est voir les joueurs que j'aime aller dans les équipes que j'aime, quoi. ça fait 2 ans que les Nuggets sont pas d'équipe. C'est vrai, c'est vrai. Ils ont une rotation à 7 joueurs, 6 joueurs, là. Je t'avouerais que là, je trépigne d'impatience et j'ai envie de Le coup de Valanciunas, je m'y attendais pas. Enfin, on va pas reparler des Nuggets, mais voilà. Ben Simmons aussi pourrait débarquer au Knicks, tiens. Dans les rumeurs. Une grosse rumeur qu'il puisse débarquer là-bas. On verra bien. Parce que les Clippers ont pas vraiment l'intention de le garder. Amir Kofi non plus, apparemment. Ça pourrait partir. Ça, on en parlera peut-être la semaine prochaine quand on fera
le podcast des fonds de tiroir. On verra ce qui va se passer. Je dis ça, mais bref. Les Pistons qui font venir Caris LeVert. Ils ont perdu Dennis Schroeder. Ils ont re-signé Paul Reed. Il y a peut-être Malik Monk qui va se pointer également dans un sign and trade avec les Kings. Il y a plein de choses à régler. Malik Beasley va probablement pas être de retour. Malik Beasley qui est dans la merde juridiquement, financièrement. Enfin bref, je sais pas ce qui se passe de son côté là, mais c'est catastrophique ce qui est en train de lui arriver à Beasley. Ouais. Écoute, s'ils arrivent à récupérer Malik Monk avec Caris LeVert, je suis très content pour les Pistons. Je trouve que c'est très très bon pour ce dont ils ont besoin. Et j'espère que cette équipe va réussir à se maintenir au niveau où on les a vus arriver là cette saison et ce qu'ils nous ont démontré en play-off. Franchement, les Pistons, j'ai hâte de voir la finalité de leur intersaison. Je pense qu'ils ont encore des choses à faire d'un point de vue satellite, aller trouver des petits joueurs pour compléter cet effectif. Je pense qu'il n'y a pas des trucs monstrueux à faire, mais s'ils récupèrent un mec comme Malik Monk, excellent recrutement pour moi côté Pistons. Ouais, mais alors je suis d'accord, et en fait moi je pense même que c'est important, parce que en fonction de ce qui va se passer pour Malik Beasley, si tu perds Malik Beasley, c'est un vrai problème en fait. Il était extrêmement important dans cette équipe la saison dernière. Complètement. Donc ouais, et même Tim Hardaway en fait, Malik Beasley, Tim Hardaway, c'est deux joueurs qui étaient à quasiment 30 minutes par match. Donc ouais, ce serait bien effectivement de réussir à mettre la main sur Malik Monk. Voilà, j'attends de voir comment ça va se passer. Caris LeVert aussi, c'est un profil qui est intéressant. Duncan Robinson. Bon, on va voir. Duncan Robinson, je l'ai noté là et je l'ai pas cité. Il est sur mon. Mais oui, Duncan Robinson, très très bonne recrue aussi. Bah ouais, ça va compenser aussi un peu les pertes citées. Donc ouais, c'est intéressant. Jaden Ivey qui va revenir. Faut pas oublier ça. Voilà, mais vraiment le cas Malik Beasley, il faut quand même le suivre, hein, parce que vraiment Malik Beasley la saison dernière, c'est un joueur qui est vraiment important pour cette équipe en sortie de banc. Ouais, alors attention, parce que alors, lui, il est peut-être out de la ligue. Hein, bah oui, c'est ça. C'est clair. On parle pas juste de 2 ou 3 mois d'absence. Hein. Là, on est peut-être en train de parler d'un joueur qui aurait plus sa place en NBA à 28 ans. Qui pourrait être exclu de la NBA. Ouais. Bah oui, c'est ça. Alors que là, il sort d'une saison où il tourne à 16 points par match, à 41% à 3 points. Enfin, c'est une grosse saison. On l'avait dit, hein, toi et moi, de toute façon, que cette histoire de jeu, les paris sportifs, tout ça, que ça allait pourrir, que ça allait être une donnée à prendre en compte, à prendre en considération aujourd'hui. Et ah bah si ça sort un joueur comme Malik Beasley de la ligue, ouais, tu m'étonnes, ouais, il faut le prendre en considération. Ouais, ah non, mais clairement, ouais. C'est violent. Ouais, c'est très très violent. Bradley Beal pourrait avoir un buyout en préparation avec les Suns. Soulagement pour tout le monde impliqué, j'ai l'impression, si ça arrive. Soulagement pour Bradley Beal qui pourra aller signer où il veut et toujours palper son chèque. Et pour les Suns qui ont clairement besoin de faire table rase de toute cette période-là, Kevin Durant, Bradley Beal, tout ça. Bien que ce qui se passe ensuite pour les Suns, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, à part le fait de casser la banque pour assurer le fait que Devin Booker reste. Voilà. Un mot sur Bradley Beal. Écoute, alors si j'ai bien compris, en fait, le problème c'est qu'en cas de buyout, il devrait faire une croix sur une partie de son salaire. Ah oui, ça c'est sûr, ouais. Et je pense que c'est un peu ça le fait, enfin ce qui explique que le buyout n'est pas encore fait, parce que sinon effectivement c'est la solution idéale pour tout le monde en fait. Donc oui, vivement qu'il tourne la page Bradley Beal. En fait moi je lui en veux pas, hein, Bradley Beal, hein, c'est pas de sa faute, hein, c'est ce recrutement qui n'avait aucun sens. Il fallait pas prendre Bradley Beal, c'est pas lui qui est responsable de ça. Maintenant, tout le monde est dans une situation pourrie à cause de ça, donc il faut vite mettre fin à cette histoire en fait. Bradley Beal, il a encore quasiment 104 millions de dollars de garantie en termes de contrat. Donc il est censé toucher la saison prochaine, donc ouais, c'est quasiment la totalité de son contrat qui est garantie en vrai. Il y a une infime partie qui n'est pas garantie. Et sachant que dans son contrat, il a sa no trade clause qui très probablement
il n'aura plus jamais à l'avenir. Ouais, non, mais c'est ça. Et donc, je crois que c'est Keith Smith qui a expliqué en gros que pour négocier le Bayern, en fait, Qu'est-ce qu'il va recouper, qu'est-ce qu'il va réussir à recouper dans son salaire pour pouvoir partir de là, en fait? bah, en fait, c'est surtout que, C'est ça la question. en fait, ils ne peuvent pas stretch plus de 15% du salary cap par saison, en fait. Et comme ils ont déjà stretch les contrats de Nasser Little et de je sais plus qui, Ah, ils oh, sont en fait, si expert. tu veux, il est obligé. Alors, c'est pas moi l'expert, hein, c'est Spotrac. Ils sont obligés, en gros. Enfin, Bradley Beal sera obligé de faire une croix sur je sais plus combien de millions annuels. Parce que donc juste les Suns ne peuvent pas stretch l'intégralité de son contrat. C'est pas possible. Alors, en fait, il y a un montant plafond Exactement. qu'il doit accepter pour pouvoir obtenir son buyout, en fait. Et ce qui insinue qu'il ne pourra pas toucher une bonne partie de son argent, en vrai. Ouais, c'est ça. Bah, il va en toucher quand même, hein. Ah oui, oui, ah bah, Je, non, je- mais bien sûr, hein, il va quand je même tiens à rappeler toucher. qu'il avait signé 5 ans pour 251 millions. Hein. On va pas pleurer pour Oui, Bradley oui, Beal. non, mais c'est ça, c'est qu'il va toucher, dans tous les cas, il va toucher sa vingtaine de millions de dollars par saison pendant 5 ans, Ouais. y a aucun problème là-dessus. Dans les deals que j'avais soulignés également, j'avais mis Dante Exum qui re-signe aux Mavericks, mais ça c'est vraiment satellite. Les Kings, je me demande vraiment ce qu'ils vont faire. Moi, je terminerai là-dessus. Après, je te demanderai de parler des éventuels transferts que j'ai pas évoqués. Mais les Kings, Dennis Schroeder, 3 ans, 45 millions. Euh, ils pourraient éventuellement récupérer Jonathan Kuminga et Russell Westbrook. Très intéressé par Russell Westbrook. Écoute, les Kings, je sais pas ce qu'ils font. Ça fait des années que je sais pas ce qu'ils font. Le fait qu'ils aient Zach LaVine et DeMar DeRozan, ça me fera toujours rire. Oui. Le fait que Nikola Vucevic soit toujours aux Bulls, ça me fait encore plus rire. Ah, peut-être qu'il va débarquer à Sacramento, hein. Peut-être qu'il va débarquer à Sacramento, il manque plus que ça. Mais voilà, je sais pas ce que font les Kings. Je t'avouerai cependant que si Jonathan Kuminga arrive à Sacramento, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner une fois qu'il est hors des clous des Warriors. Pareil, je vais être franc avec toi, je pense que ce serait, Rien que par curiosité. ouais, c'est ça, ce serait ma curiosité principale avec cette équipe, ce serait Kuminga. Moi, la gestion de Kuminga par Steve Kerr, c'est une très grande incompréhension pour moi. Et je pense que c'est un gros échec pour Steve Kerr, le développement de Jonathan Kuminga. Donc j'ai hâte de voir où est-ce qu'il va finir et j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Et si c'est à Sacramento, écoute, c'est peut-être pas la franchise idéale pour avoir des ambitions, mais c'est peut-être pas une mauvaise solution pour avoir de l'espace pour se développer, pour rattraper un peu le temps perdu. Encore qu'il y a quand même quelques croqueurs de ballon là-bas, donc Hmm. à voir, à voir. En tout cas, c'est sûr que ce serait ma curiosité principale s'il débarquait à Sacramento. Ouais, tu parles de Kuminga aux Warriors et de la gestion de Steve Kerr. C'est marrant parce que l'autre fois, je suis tombé sur Eric Pascal qui a participé à un podcast. Alors, par contre, je sais pas quand est-ce qu'il a fait ce podcast pour le coup. J'ai pas maté le. C'était un extrait. Et dans cet extrait, il parlait de la difficulté de jouer avec Stephen Curry, qu'on lui demandait de jouer comme Draymond Green en fait, et que lui ne savait pas jouer comme ça, et que pour lui Tu c'était m'étonnes. pas, c'était pas, c'était pas naturel de jouer comme ça, c'était pas agréable pour lui de jouer comme ça, et qu'il avait l'impression de se saborder lui-même. Euh, et on oublie des fois que pour des jeunes joueurs qui débarquent, parce qu'il est plus dans la ligue depuis 2022, hein, Pascal pour le coup. Ouais, Il aura joué 3 saisons quoi. ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que c'est un élément, mais même au-delà de ça, tu vois, même au-delà des exigences, je trouve que la manière avec laquelle Steve Kerr, la sortie enfin, sortie de la rotation, remis dans la rotation, ressorti, Ouais, ouais. enfin, ouais, je sais pas, Steve Kerr, pendant les grandes années des Warriors, dans les années 2010, on disait beaucoup qu'il brillait par sa gestion humaine, qu'il avait réussi à faire accepter à des joueurs de sortir du banc, etc., qui trouvaient toujours les bonnes solutions, que ses rotations étaient pertinentes. Je trouve que Kuminga, c'est une grosse pierre dans le jardin de Steve Kerr à ce niveau-là. Ça remet pas du tout en question tout ce qu'il a fait et ses compétences en tant que coach, hein, mais en tout cas, ces dernières années, pour moi, ça aura été une vraie frustration de voir qu'il n'aura pas été capable de réussir à développer ce joueur. Ouais, je suis complètement d'accord. Ouais. Le mot de la fin pour toi, Charlie. Quel transfert Alonso, hein.
Moi, je vais pas Ah être, oui, Lonzo à Cleveland, ouais. je vais pas être très original. Moi, Lonzo Ball, je suis super content qu'il arrive dans une équipe comme Cleveland. Évidemment, je croise les doigts pour qu'il puisse enchaîner les matchs sans pépin physique et qu'il puisse faire une saison complète. Et si c'est le cas, je crois vraiment que c'est une très bonne pioche pour les Cavs. Je pense que son profil est totalement adapté au jeu rapide mis en place par Atkinson et à cette attaque. Et je pense qu'il peut faire beaucoup de bien dans la rotation. Donc ouais, Lonzo Ball, moi ça sera toujours mon chouchou et je trouve toujours que ce mec il a un truc différent. Je pense que c'est un joueur qui a vraiment enfin c'est un meneur extrêmement original aujourd'hui en NBA et pour moi c'est un très grand what if. Si ce mec-là avait été préservé des blessures, je suis persuadé qu'il serait devenu pas un des meilleurs meneurs de la ligue, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais un joueur important dans une équipe ambitieuse. C'est un vrai bosseur qui a su progresser sur ses points faibles. À chaque fois qu'il a eu l'occasion de jouer, il a progressé en fait. Son shoot à 3 points, faut quand même pas oublier qu'en 2021-2022, avant qu'il se pète à nouveau vraiment gravement, c'est un joueur qui avait atteint les 42% de réussite à 3 points. Défensivement, il est très intelligent, il est long, il est bon. Il est altruiste, enfin voilà, c'est un joueur que j'adore et je pense vraiment que dans l'attaque mise en place par Kenny Atkinson, s'il arrive à enchaîner les matchs, ça peut être extrêmement pertinent. Ouais, c'est toute là la question le concernant. C'est est-ce qu'il est capable d'enchaîner les matchs? Est-ce qu'il est capable de faire une campagne de playoff? Parce que quand tu vois l'intensité qu'on a vue dans les playoffs, admettons qu'il ait un rôle un peu important à Cleveland. Je parle pas titulaire, mais je parle qu'il ait 10-15 minutes de rotation. Ah bah dans l'idée, il remplace Ty Jerome, hein, donc oui, il Voilà, faut quoi. dans l'effectif. Ouais, mais est-ce qu'il est capable de traverser une campagne de playoff? C'est malheureusement la question première que je me pose le concernant, quoi. Bah si il a fait une saison régulière complète où il a pu monter en puissance, reprendre le rythme de la compétition, etc., moi je pense que oui, je pense qu'il pourra contribuer. Alors ça sera peut-être pas la première rotation, mais en fait, pour moi, c'est la saison régulière qui nous donnera la réponse. Ouais, je vois. Ouais. Tu vois, s'il fait 40 matchs, bah, la réponse sera non. Après, pour moi, ça nécessite dans ce cas que Cleveland ait un troisième porteur de balle, quoi. Parce que si Garland se pète, Bah, tu là, peux c'est la pas, merde, hein. tu peux pas miser sur Lonzo Ah non, pour devenir titulaire, quoi. non, c'est trop compliqué, ouais. Pour le coup. Ah ouais, je suis d'accord, c'est trop compliqué. Écoute, on verra ça, ouais. Merci, Charlie. Bah écoute, avec plaisir. Et puis, bah, on se retrouve éventuellement la semaine prochaine, logiquement. Tout à fait. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. Pour parler des buyouts de Bradley Beal et LeBron James. Et de la signature de Valanciunas au Panathinaikos. Voilà, exactement, ouais. Et puis ouais, on verra ce qui se sera passé d'ici là. On sera sûrement sur des trucs plus à la marge, mais qui peuvent avoir leur importance. On verra ce qui se passera. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne journée, un excellent week-end. À ciao, bye bye.